Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Trading Points, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, déjà, on se retrouve enfin après un mois et demi d'absence. Ça me fait très plaisir et je pense que ça fait plaisir à toute l'équipe aussi de vous retrouver. Équipe habituelle, hein. Bon, malheureusement, il manquera Louise, hein, composée de Baptiste, euh, l'intrépide, le sage Jean-Luc et le trader fou, hein, vous le connaissez, Phil, forcément. Et moi-même Quentin, donc le crypto addict forcément. Et ce soir, donc notre invité, comme j'ai pu vous le dire, ce sera Christophe Oscan, qui est donc le CEO et co-founder de Crypto for All, qui était notamment les organisateurs du Paris Blockchain Summit, donc qui a eu lieu dernièrement jeudi et vendredi, donc de la semaine dernière, qui nous parlera donc de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit dans le grand débat. Je lui laisse la parole pour qu'il se présente rapidement. Christophe. Bonsoir à tous, merci de m'inviter ce soir. Alors effectivement, je suis le CEO, le cofondateur de Crypto for All, qui est une société d'ingénierie et de conseil dans la blockchain. Alors nous, ce qu'on fait effectivement dans ma compagnie, c'est d'accompagner des clients pour la mise en place de solutions orientées blockchain. Donc ça peut être intégration de paiement, typiquement par exemple dans un exchange, si j'ai besoin d'intégrer un token, effectivement, on est capable avec mon équipe technique de le réaliser. C'est pour la partie moyen de paiement, on va dire. On a la partie aussi formation, on organise de formation. Donc on est listé sur Datadoc, qui est une base de données certifiée pour des formateurs qualifiés. Moi, je donne aussi particulièrement des cours en fait chez le groupe Ionis, qui est un groupe privé qui a des écoles d'ingénieurs, par exemple comme l'ETNA ou comme le SMU Sudria. Euh, Effectivement aussi, on accompagne, par exemple, certains projets à réaliser des audits techniques, typiquement des audits de smart contract lorsqu'on a eu la période des ICO l'année dernière. Effectivement, ça c'est ma société. On a décidé aussi de créer un produit Crypto for All qui s'appelle Todex en fait, qui est une plateforme de cryptoactifs qui va pouvoir permettre en fait à des utilisateurs ou des institutions de pouvoir créer un actif, enfin, un cryptoactif automatiquement à partir de notre plateforme et de pouvoir le lister et le trader ensuite si effectivement leur projet est clairement en- réglementé en termes de catégorie de token. Donc voilà. Ce qu'on a fait aussi là dernièrement, c'est qu'on est co-organisateur Ce que je de peux te l'événement proposer, Paris. c'est qu'on en reparle tout à l'heure, Christophe. Je pense Bien on aura entendu. beaucoup plus de temps et justement tu pourras nous parler de cet event parce que moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai malheureusement pas pu y aller, donc en espérant que tu donnes toutes les infos possibles. Euh, je propose qu'on commence par un petit point marché après tout ce temps. Phil, Jean-Luc, est-ce que vous voulez faire un commentaire sur comment est-ce qu'on peut avoir un terme Ouais. adéquat C'est un marché qui est arrêté avec une baisse de volatilité. C'est bien pour faire autre chose, pour aller jouer au ping-pong ou pour partir en vacances. ping-pong Alors, sympa? le marché en ce moment, il est un peu atone, il n'y a pas de volatilité. Il y a d'autres marchés hein, la crypto, pour les gens qui veulent spéculer. Hein. Il y a le forex qui est sympa aussi, il y a d'autres marchés. Mais en ce moment, la crypto, c'est un peu calme plat. C'est c'est pas le top pour faire du trading. Il n'y a pas, il y a pas de grande volatilité, donc il n'y a pas de belles opérations apparemment en ce moment. Non, tout BTC le est monde toujours est sur le baissier. marché action en ce moment. C'est le Ouais. symbole magique du moment. Récession, pas récession. Est-ce qu'on va se faire enfumer ou pas? C'est un peu là le discours actuellement. C'est même très très drôle d'ailleurs de voir toute cette merde autour de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression de revoir les mêmes Enfin, spéculateurs qui se sont fait enfumer sur les cryptos revenir faire les mêmes conneries sur le marché action. Mais bon, c'est très drôle. Enfin, on en parlera un peu après, mais c'est vrai que le marché crypto, moi je vois pas grand-chose à dire à part Ouais. attendre, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir des scénarios de long terme vu qu'à court terme ça marche pas.
Et tous ceux qui voient à court terme, ils se font juste dézinguer jour après jour, hein. Et un coup, ils achètent, ils se font péter. Un coup, ils vendent, ils se font péter. C'est très drôle, quoi. Donc, il faut juste être un peu patient, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Rien que ce mot-là, ça paraît évident, hein, d'être patient. Mais rien que ça, voilà, il y en a plein qui n'y arrivent pas, hein. C'est l'overtrading, tout ce que vous connaissez, le trading casino, le grand classique. Il n'y a que ces gens-là qui tradent en ce moment, en fait. Et ils s'amusent avec, je sais pas trop avec quoi ils s'amusent, mais avec quand je vois la commission qui est prise sur une exécution et les gains mineurs associés à des risques d'explosion volatile d'un coup comme ça, bon, moi j'appelle pas ça du trading, hein, c'est vraiment du gros gambling à court terme. Maintenant, il y en a qui s'amusent à le faire. J'espère pour eux qu'ils savent le faire. Moi, je pense que d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire avec des risques limités, je vois aucune opportunité à court terme à part attendre qu'il se passe quelque chose avec, pour ma part, un peu plus de chances que ça parte au nord, mais bon, voilà. Il faut quand même être conscient que tant qu'il n'y a pas cette validation, c'est pas gagné du tout. Après, je me permets juste un petit Mm. point, Phil, par rapport au point trading. Effectivement, comme tu dis, la volat est au plus bas et c'est compliqué de trader aujourd'hui sur le marché crypto. Après, il y a une métrique qui est très intéressante, c'est le volume 24 heures. Quand on voit le marché au pic, donc à peu près aux 800 milliards de market cap, on avait à peu près 40 milliards de volume. Tu parles Donc un BTC, rapport de... tu parles. non, non, je te parle du marché global, marché crypto Ok, global, pardon. Donc d'accord. on a à peu près un rapport de 5% de volume journalier par rapport à la market cap. Si on prend aujourd'hui, sur un Alors attends, marché... juste pardon, je te coupe, mais c'est juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Tu parles de l'indice crypto fait par TradingView ou rien à voir du tout? Non, je te parle de CoinMarketCap, je te parle de moi avec la market cap sous les yeux et le volume journalier, c'est tout. Je parle de Ah, données ok, brutes. d'accord. Mais le volume, donc toute crypto Du confondue, volume, toute crypto toutes confondue. celles qui existent. Voilà. Voilà. Donc, D'accord. tu vois, à l'époque Ok. du marché le plus haut, on était à peu près un rapport de 5% de volume journalier par rapport à la market cap. Donc, comme je t'ai dit, à peu près 45 milliards pour 800 milliards de market cap journalier. Et aujourd'hui, pour un marché qui fait à peu près 100 milliards de dollars, on a 15% de volume. Ce qui est 2 fois plus en termes de proportion. Tu vois ce que je veux dire? Avant, on avait 5% de volume sur le market cap. Aujourd'hui, on a 10% de volume sur le market cap. Donc, en termes de ratio, on a un volume qui est quand même plus important aujourd'hui. C'est quand même Alors une tu métrique compares importante par à... rapport à quel moment? Juste, c'est que je vois ce que tu veux dire. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, mais Alors, il faut en qu'on fait, parle de la même tu chose. regardes simplement les métriques standards. On parle de la market cap, donc market cap du marché crypto, qui valait Hein? 800 milliards au plus haut et aujourd'hui qui vaut près 100 milliards. Et on regarde Ouais, le volume journalier d'échange. Et là, tu vois d'accord. Ah oui, le ok, ça volume représente journalier en termes, est beaucoup d'accord, par plus rapport à grand. la Voilà, cap. Ok, tout à fait. exactement. Effectivement, de toute façon, moi je le vois bien, les volumes sont là sur un support. Bon, si on continue de baisser, on va pas aller bien loin. On a déjà touché les niveaux techniques majeurs. Je vois pas d'intérêt d'aller plus bas, si ce n'est des intérêts spéculatifs. C'est-à-dire péter des stop-loss si les mecs sont surexposés à l'achat. Bon, on va juste les rect et puis on y remonte derrière rapidos. Je vois pas de durabilité à s'installer sur des niveaux plus bas. On a déjà testé les niveaux majeurs, que ce soit Bitcoin, Ethereum, tout ce que tu veux, toutes les caps, on peut effectivement, je pense, une dernière attaque spéculative me semble pas complètement stupide, mais honnêtement, To the moon? une fois que ça s'est Bitcoin to fait, the moon? Non? non, pas to the Ah, moon, faut dommage. pas du tout le voir dans ce sens-là, hein. Si déjà ça arrive à terminer le crack, ce sera pas mal. Tant que c'est pas fait, oui, il y a toujours le risque de se reprendre une nouvelle cartouche à la baisse. De toute façon, moi je m'en fous à ce stade-là, je le dis, moi je suis spéculateur à l'achat, je peux très bien me planter sur le trade spéculatif, mais en tous les cas, je m'en bats les couilles, je ne revendrai pas le reste de ces achats que j'ai pris qui sont en buy and hold, et ceux-là je les revendrai que dans 2 ans si ce machin vaut une market cap de 400 millions. Si on fait ça, oui, dans ce cas-là, je laisse tomber et j'aurais acheté une coquille vide. Et tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais ça, je ne pourrais pas décider avant 2 ans. C'est-à-dire qu'entre maintenant et dans 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses, mais pour moi, pas vraiment beaucoup de choses baissières. Ah bah, qu'est-ce que tu estimes alors un ratio beaucoup plus important aujourd'hui? Parce que on est passé, je vais refaire les calculs plus exactement. On est passé de 5% de ratio volume market cap à 15%, donc on a fait un x3 en termes de volume par rapport à la market cap. Oui, oui, mais Attends, juste un instant. On a fait un x3 de volume, mais un x3, la valeur nominale de ce volume. Parce que bon, 5% de 1 milliard, on sait combien ça fait, mais par exemple 10% de 100 millions. Tu ce que je veux dire? 5, attends, Bien attends, sûr, attends, mais on parle de ouais, proportion de gens si, qui tradent je vais pas dire de de conneries non manière plus. journalière par rapport à la market cap, c'est ça que je veux dire.
Ouais, mais Ouais, moi je trouve ton argument tout à fait recevable. La question, elle est que, effectivement, de toute façon, ici, on est sur une zone spéculative. Après que tu utilises cet argument ou n'importe lequel d'autre, j'ai vraiment envie de dire, en fait, à ce stade-là, c'est qu'une affaire de conviction. C'est-à-dire qu'ici, il faut que tu aies suffisamment de couilles, entre guillemets, hein, j'utilise ce mot-là pour vraiment volontairement, parce que c'est ça, en fait. Il faut juste que tu aies un scénario et que tu sois capable de le tenir. Parce que là, dans une zone spéculative, celui qui achète puis qui se dit ah ben non, au final, je n'achète plus, je revends. Bon, non, il faut avoir un scénario, tenir ses positions avec un niveau d'invalidation. C'est sûr que si on revient sur des attaques baissières avec du volume, qu'on revient chercher les supports majeurs, franchement, à mon sens, la spéculation, elle n'est pas logique. Il faut accepter de se planter. Par contre, sur des vrais buy and hold, qu'est-ce que vous en avez à foutre si on va baisser de nouveau de 20-30%? Ça ne doit rien changer au scénario. Tout ce qu'il y a, c'est que vous devez vous dire, à horizon de 2 ans, on devrait revenir chercher les résistances. Attendons simplement que ça se produise. Tant que ça continue d'attaquer les supports, bon, bah voilà, c'est à qui va avoir le meilleur prix tout en bas, mais sincèrement, on s'en branle de ça. Ça n'a aucune importance. Prenez simplement le bottom de 2015. Est-ce que le mec qui a acheté pile poil le bottom ou le mec qui a acheté 50 dollars plus haut, ça fait une grosse différence quand vous comparez à l'objectif 20 000 dollars? bah, bah, En fait, non, on bah, s'en fout. Baptiste, Phil, moi j'ai l'impression, c'est vraiment à titre comparatif, mais un peu humoristique. J'en parlais tout à l'heure justement avec Christophe, mais j'ai l'impression d'être dans le film The Big Short. Ceux qui ont pris justement les contrats swap sur toutes ces conneries de subprime et qui ont attendu et qu'au final ils se faisaient. C'est exactement la même situation, mais à l'inverse. Enfin, même situation, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore si ça va remonter, mais c'est la même pression, la même. Mais. Voilà, c'était Oui, mais ça, après, moi, si tu veux, tu vois, par le exemple, The pari. Big Short, le meilleur mauvais exemple. The Big Short, justement, c'est le truc où on sait comment fonctionne le marché sur des sommets. On sait que de toute façon, avant vraiment la capitulation, il y a une phase de lutte permanente qui arrive à chaque fin de cycle, hein, que ce soit 2008, 2000. À chaque fois, on lutte d'abord avant de capituler. Ce qui parle quand on parle du marché action. Un marché haussier, naturellement haussier, qui avant de passer baissier va tout faire pour te péter la tronche. Donc c'est complètement con en fait d'être Ben, conscient du problème un et de marché dire reste un marché, j'aurais que ce soit raison. l'action ou le marché crypto. Au final, Non, il a alors je vais essayé de juste crever le expliquer où sommet, elle est. mais au final. Je vais juste expliquer où est la grosse différence. En fait, quand un marché monte et que tu essayes de le vendre, tu peux pas tenir une vente. Par contre, pourquoi tu peux tenir un buy and hold? Si tu captes la différence, tu comprendras tout de suite pourquoi je ne vais même pas plus loin dans l'argumentation. Oui, 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 forcément. Voilà, on est d'accord. Il Bah, n'y a tu dois qu'une payer des limite à intérêts. la baisse, il n'y a aucune limite à la hausse. Tu peux te faire arracher le compte autant de fois que tu veux à la hausse, parce que tu ne sais pas où ça va s'arrêter et tu ne peux pas savoir. Par contre, à la baisse, c'est clair, tu sais combien te coûte la perte au maximum, puisque c'est zéro. Donc tu peux calculer ton risque quand tu buy and hold, tu ne peux pas calculer ton risque quand tu sell and hold. Donc il y en a un qui est jouable dans une stratégie de trading avec un management particulier, il y en a un qui est de la pure fiction et entre guillemets pur pari quoi. Ah, tout dépend des éléments que tu as en main, en fait. Je pense que voilà, tout dépend des cartes que tu as. Quand tu sais que tu as un carré d'as au poker, les chances pour que la personne en face de toi ait la même chose, voire mieux, sont. euh, Alors bah, malheureusement, voilà, il y a certains cas où effectivement c'est très bien ce que tu vas dire, mais tu n'attaques jamais à un marché action qui représente des centaines de milliards de capitalisation. Tu t'attaques pas à ça avec juste une info, même aussi bonne soit-elle, parce qu'il faut que tu comprennes une chose, dans le marché action, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du rationnel, surtout en fin de tendance, on est plutôt là pour faire les cons et attendre que la musique s'arrête. Et justement, on va pousser dans la débilité, ce qui fait que si tu es conscient de la débilité, bah, faut juste que tu attendes un bon timing. Et ça, malheureusement, dans The Big Short, ils ne le font pas. Ils sont conscients de ça et c'est la grosse erreur qu'ils commettent de dire je sais que ça va merder, je vends maintenant et ensuite j'essaie de faire en sorte que l'information soit rendue publique pour que les autres fassent la même chose que moi. Sauf que tu vois bien, et tout le monde justement, c'est ça qu'il faut comprendre dans The Big Short quand tu le regardes en tant que trader, c'est qu'ils montrent à tout le monde la vérité. Que font les gens? Ils lui disent t'es con, bats les couilles, joue selon les règles, on verra plus tard. C'est ça la réalité du marché. Et il faut jouer avec. Donc, tu prends pas ce Big Short comme un exemple, parce qu'au contraire, c'est un exemple de ce qu'il faut pas faire. Tu gardes ton info, tu attends que tout le monde commence à le voir, et là, tu trades avec une forte conviction. Mais tu trades pas juste une conviction. Dans les marchés actions, ça, c'est la plus grosse des conneries à faire. C'est clair. Et toi, du coup, Chris, tu fais un peu de trading? T'es un petit peu dans l'analyse technique ou pas du tout? Si, si, j'en fais un petit peu, ouais.
effectivement. Pense Je quoi passe du pas mes marché journées à faire ça parce que c'est pas du daily trading, j'ai pas le temps, mais j'en fais un petit peu, ouais, effectivement. J'ai ma petite application Binance sur mon mobile, donc c'est assez pratique. Je dirais. Puis maintenant, vu qu'ils acceptent les cartes bleues, c'est encore plus simple. Ça marche sur mobile ou pas la carte bleue? La CB. Sur mobile, je sais pas, j'ai pas vu en tout cas, hein. J'ai pas vu de possibilité. Alors, j'ai pas cherché les options, mais c'est peut-être possible, hein, je sais pas. De Bah, la sur D'un CB autre pour Avantage, faire côté, du trading crypto. vous non, pouvez non, le avec faire. Avantage, Bitstamp le fait déjà depuis un bon moment, hein. Moi, je sais que j'ai ouvert le compte il y a un bon moment. Il proposait déjà la carte bleue, hein. Enfin, moi, ça me semble pas être une nouveauté, votre ah oui, machin. oui. Non, mais là, il y a la Non, grosse news c'est de par Binance en fait Binance. qui est sortie il y a quoi, quelques jours, que justement ils acceptaient enfin, l'achat de crypto par carte bleue. Ils avaient Oui, annoncé avec d'abord des combien fils ça de faisait, gros bâtards, quoi. C'est ça. 3,5%. Oui. Oui, oui, c'est clair. C'est Mais 5%? après, c'est quand même moins que Coin. Non, 3,5%, c'est moins que Ah bah, Ouais, Bitstamp, Coinbase, c'est c'est c'est. 4,5. 5%, hein. Bitstamp, c'est 5. Oh là Ah, Ah là. bah, Binance si vient un tu peu veux de niquer vraiment le acheter game. tes cryptos parce que t'en peux plus et t'as envie d'acheter quelque chose, oui, mais c'est 5%. Ah, mais attends, Phil, il y a deux cas. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mais il y a le cas du putain, je sens qu'il y a un coin qui va pumper et le virement il va mettre 2 jours, j'aurais raté mon affaire. Soit tu te dis, bon, moi je me prends 5% la tronche ou 3,5% le cas de Binance et j'arrive à avoir mon trade, tu vois. Donc, Eh ben, finalement, c'est cher Baptiste, pour la. sincèrement, c'est con comme réaction, mais c'est justement, selon moi, hein, ce qu'il faudrait pas faire, c'est céder à l'impulsion. Ah putain, je sens qu'il va y avoir. Bon, bah, j'avais pas les sous, bah, tant pis, il y en aura un autre. Non, non, oui et non. Disons qu'effectivement, il y a des cas où ça peut être un avantage. La plupart du temps, malheureusement, effectivement, ce sera une décision un peu impulsive, prise sans réflexion, sans stratégie de trading. Généralement, ça finira mal. Mais il y a des cas, effectivement, où quand même, ça peut venir d'une décision réfléchie. En gros, bah, tu avais prévu ton scénario, ça se passe beaucoup plus vite que prévu. Tu n'avais pas mis tes fonds, tu l'as un peu dans le cul, il faut que tu te bouges. Franchement, à ce jeu-là, je peux comprendre le risque de 5% lié à la volatilité qui va avec, hein. C'est-à-dire que tu Voilà, parles de machin où effectivement tu vas acheter et ça peut pumper 70-80% très vite. Dans ce cas-là, les 5%, aussi énormes soient-ils, peuvent être noyés un peu dans le poisson. Mais voilà, c'est que dans des cas très particuliers. Et franchement, la plupart du temps, je pense à mon avis, ce sera lié à des décisions irrationnelles prises au doigt mouillé parce que tu sens que ça monte et qu'il faut en être. Et là, pour le coup, c'est plutôt une très mauvaise décision. Et en plus de ta mauvaise décision, tu vas ajouter 5% de frais qui vont juste En aider à te plus. mettre un peu plus dedans. non, Allez non, hop. mais d'accord. C'est exactement ce cas-là, Phil, excuse-moi. Mais après, il faut aussi penser que monsieur et madame Michou, des fois, quand tu veux mettre juste 50 € sur les cryptos, bah, c'est quand même plus simple pour eux de passer par là que d'appeler le banquier, de dire bonjour, je veux racheter un bénéficiaire, etc. Tu as une carte bleue, si tu la sors, tu payes. Donc c'est vrai que c'est encore Ma- cher aujourd'hui les frais, Monsieur, madame mais qui? monsieur et madame Michou, Ah, Ah, toi, j'adore cette fils, comment il expression. s'appelle? Bidou, il s'appelle Bidou, Michou Bidou. euh, C'est non cliché, tu sais. Non, mais voilà. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il y avait un sujet que Baptiste et moi, on voulait aborder tout à l'heure. On en a discuté, mais marre de ces. Je dirais, arrête-moi si je me trompe, Baptiste, mais ah ouais. les articles Facebook totalement putaclic qui disent attention, la blockchain s'est fait hacker. On dirait les vieilles pubs de merde, enfin toutes ces conneries. Bref, on voit de plus en plus d'articles Facebook justement qui disent comme quoi la blockchain s'est fait hacker, que si, que les cryptos c'est pas forcément sécurisé, et blablabla, et blablabla. Donc je pense qu'il faudrait mettre une. Alors, moi je Excuse-moi. suis pas d'accord avec toi, je vois pas de plus en plus d'articles de Feud. Au contraire, c'est justement te dire qu'il y avait pas mal de news un peu négatives et que ça faisait quand même pas mal de fois que tu avais des blockchains qui étaient soumises à une attaque 51. Donc justement une attaque qui visait à casser par le monopole du minage cette blockchain. Mais sur Facebook, justement, les news sont quand même plutôt propres en ce moment. Bah, sur certains groupes que je ne nommerai pas pour éviter les soucis, je vois de plus en plus justement de conneries passer. Mais par contre, les attaques 51%, on pourra en reparler juste après. C'est vrai que c'est un bon exemple à soulever. Euh, N'hésitez pas à intervenir aussi, vous qui êtes avec nous dans le chat live, hein, si vous voulez pousser un petit coup de gueule aussi. Mais voilà, on voit de plus en plus comme quoi les blockchains se font hacker. Nana. Alors, il y a, c'est possible de les hacker, entre guillemets, mais on expliquera comment. La blockchain, aujourd'hui, c'est quelque chose d'immuable qui ne peut pas être hacké, sauf avec une méthode, je vous expliquera juste après. Donc, c'est
on ne peut pas du tout la hacker, on ne peut pas voler les fonds qui sont stockés dessus à monsieur A, à monsieur B, on ne peut pas les voler. Ce qu'on peut faire par contre, c'est pirater les stockages donc hors des wallets, les wallets propriétaires, par exemple un wallet Bitcoin, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est sur le wallet d'un exchange, imaginons Binance ou c'est quoi comme exchange qui s'est fait pirater là dernièrement encore une fois? Il y a C'était Bitfinex qui a été hacké, il y a Coinrail, il y a pas mal de crypto exchange qui se Dernier, font un c'est peu. Crypto. c'est ouais Cryptopia par exemple. Non, non même pas de si bah oui bah je crois que c'est très bien Cryptopia par exemple qui s'était fait hacker. Au final, certains ont dit ouais la blockchain si ça non. C'est Cryptopia qui s'est fait hacker et voler les fonds directement sur leur site à cause d'une erreur informatique ou d'une faille disponible et les hackers se sont engouffrés dedans et sont allés chercher le pognon là où il était. Mais en aucun cas ils ont traficoté la blockchain d'un coin en question. Euh, donc on ne peut pas pirater. Enfin, c'est que de la connerie. Mais comme Baptiste l'a soulevé tout à l'heure, donc je sais pas si tu veux peut-être toi en parler, Baptiste, ou Christophe, les attaques 51%. Alors, les attaques 51%, moi je suis pas expert là-dedans, peut-être que Chris aura des infos en plus, mais faut savoir qu'il y a quelque chose qui arrive en 2019, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'attaques 51 qui arrivent. On a eu récemment Ethereum ETC, Classic. ouais. Voilà, il y a Bitcoin Diamond, je crois, qui a été victime aussi il y a pas très très longtemps. Mais en ce moment, il y XVG a le aussi, Delegate l'une des toutes XVG, voilà premières. aussi. Voilà, mais là, il y a le Delegate Proof of Work qui devrait arriver. C'est des gros gros travaux de la part de Komodo qui vont sortir Mais, justement un nouvel algorithme qui va justement éviter les attaques 51. Donc, il y mais a une qu'est-ce équipe que qui c'est une attaque 51%, Baptiste? Alors, une attaque 51%, c'est une attaque qui cible principalement les blockchains aujourd'hui. On les appelait ça un peu les Goldfinger avant. Et en fait, c'est bloquer les validations de transactions avec assez de puissance de calcul et c'est en fait monopoliser la blockchain en prenant 51% de la preuve de calcul. Et en Euh, fait, tu bloques les transactions, tu casses les historiques et en fait, tu rends vétus toutes les transactions qu'il y a eu sur la blockchain. Permets-moi du coup de compléter un petit peu, Baptiste. En fait, une attaque 51%. Donc pour revenir vraiment à la base des bases, par exemple sur Ethereum classique, pour faire tourner la blockchain, donc on a un ensemble, bah, il y a tous les mineurs qui font tourner la blockchain, qui travaillent tous ensemble pour travaillent concrètement sur les blocs et font tourner tout ça. Or, aujourd'hui, ce qui fait l'immuabilité d'une blockchain, c'est le fait que tous les mineurs soient synchronisés sur le même protocole et qu'au final, ils vont tous valider et travailler ensemble pour valider la même chose. Et un mineur seul, par exemple, il y aura monsieur X qui sera le 1% contre les 99 autres, qui va donner des informations, qui va vouloir, entre guillemets, hacker, vouloir donner des fausses informations à la blockchain. Donc ce 1%, il va commencer à mettre par exemple que lui, alors en réalité, il possède par exemple il possède un coin Ethereum classique. On va prendre ce qui s'est passé par exemple sur Ethereum classique. Il possède un ETC, mais il va vouloir dire dans le blockchain, non en fait j'en ai pas un mais j'en ai 10. Or, les 99 autres pourcents des mineurs vont lui dire oh là, tu donnes des informations erronées, tu donnes des conneries, c'est pas ce qu'il y a dans l'historique de transaction. Du coup, le bloc n'est pas accepté. Hop, il est mauvais. Or, à partir du moment où 51% des mineurs vont donner cette même information que je viens de vous dire erronée, donc en gros que monsieur A, en fait qui a normalement un ETC, eh ben, en a soi-disant 10, eh ben, du coup vu que c'est 51% des gens 51% des mineurs qui vont vouloir valider cette information, même si c'est faux, elle va automatiquement être déclarée vraie par l'ensemble de la chaîne. Et les 49% qui, eux, seront minoritaires, eh bien, vont accepter cette information. Parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le proof of work, le minage proof of work que nous avons, c'est un système de consensus. Donc, dès que 51% des mineurs sont d'accord sur quelque chose, c'est automatiquement validé. Voilà en gros ce que c'est qu'une attaque 51%.
Bon, on dit 51% en théorie, sauf que actuellement, si on fait à peu près le compte, même pour Bitcoin, aujourd'hui 30-31% suffirait pour vraiment attaquer la chaîne. Si je ne me trompe pas, faudrait regarder un petit peu la répartition, mais 30% suffirait aujourd'hui. Voilà, est-ce que... Dans Non, le je pense que tu as chat, tout dit, tu as très bien résumé la chose, donc c'est très... Par contre, on n'a pas eu, est-ce qu'on pourrait avoir une petite analyse Bitcoin ou Ethereum de la part de Jean-Luc ou Phil, s'ils sont parmi nous? Bah, On a moi, je mis, vous ai dit, on a mis après, c'est. des petits graphes sur le site. c'est possible Comme de ça, nous Ouais, les tu... commenter? ah, Ouais, entre deux, il n'y a rien voilà. à faire. C'est juste c'est des niveaux Euh, inintéressants. Il n'y a pas de vol, pas de volume. Faut pas réfléchir le, sur un truc qui n'a pas le, d'importance. Oh, le juste voir un peu. journalier, le journalier, il est un peu baissier quand même. Il reste baissier. Les unités restent baissières en semaine, en daily, et on est plutôt sur des biais baissiers, quoi, en fait. Donc, quand on veut faire de l'intraday comme ça, pour s'entraîner ou pour s'amuser, et pas pour spéculer sur du long terme, ou ce qui était en train d'argumenter Phil, pour ceux qui veulent par exemple faire leur gamme et s'amuser un petit peu sur des petits comptes ou essayer de comprendre un petit peu le marché, pour les novices, on va dire, ça peut être sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité, ça peut permettre de s'entraîner à travailler un petit peu. Essayer d'avoir un biais plutôt baissé sur le daily avec des orientations baissières et attendre par exemple des cassures en 4 heures ou des cassures en 30 minutes Bah, et là, en essayer 4 de... heures, on a un petit truc quand même qui se forme. Je vais du coup le publier, mais attends. Le 4 heures il corrige, oui, il est Moi, je vois. sur un biais correctif. Le Ouais, daily est baissier, le 4 heures est plutôt en train de corriger aussi. ouais, attends. Bah, Mais comme le daily est baissier, en fait, on essaye plutôt de trouver des cassures de 4 heures. voilà, regardez vite fait, j'ai posté donc dans Analyse technique. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, Jean-Luc. Oui, c'est un coloriage. Je sais, j'aime bien laisser mes tracés pour voir mes erreurs, tout ça. Mais regarde Mais le voilà, dernier, là, le petit biseau comme ça. analyse technique. Non, analyse technique. Oui, oui, dans Tiens, Analyse qualité technique. en 240 minutes. H4. H4. Oui, oui, voilà, 240. On mettait sur Bitfinex, on ne regarde pas le même mais Ouais, Par moi je c'est contre, vrai. regarde. Moi, j'ai pareil. par Bon, contre, en fait, Phil, disons avant, que tu nous parlais souvent. Excuse-moi, Jean-Luc. Par contre, Mhm. Phil, avant, tu nous parlais vraiment de grands supports et de grandes résistances. Aujourd'hui, t'en as pas trop parlé, t'en vois plus du tout, t'as plus Ah de bah si, métriques. si, si, mais non, mais clairement, après, moi honnêtement, bon, c'est mon job d'oser mouiller le maillot, même si je dois me planter, c'est-à-dire que bah, mon job à moi, c'est de spéculer. Donc en fait, je suis obligé de te donner quand même une réponse par rapport à ce que je fais. Donc comme je dis souvent, après c'est chiant parce que dans ce problème, c'est qu'à ce jeu-là spéculatif, tu peux avoir des visions positives, des visions négatives, selon les horizons de temps sur lesquels tu te positionnes. Moi, j'ai pris un biais positif sur un horizon de temps daily, tu vois, par exemple, Jean-Luc te dit le contraire. Moi, je te dis, on est plutôt sur un support. Ça dépend des actifs, hein. Après, moi, je spécule que sur l'Ethereum pour l'instant. Mais si tu veux, je vais avoir une vision un peu globale. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'attendre un syndrome type Ripple. Ripple qu'on avait eu donc en septembre, mi-septembre, qui s'était mis à pumper une première fois et franchir des résistances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'est dit, oh putain, merde, sur Ripple, le crack, c'est peut-être fini. Bon, moralité, on est revenu chercher le même support derrière. Et là, on est une troisième fois dessus. Donc, tu peux être certain d'une chose. Pour l'instant, on ne l'a pas franchi, ce support. On est sur la zone support. Si elle cède, franchement, ce sera une mauvaise nouvelle. Probablement, l'ensemble du marché crypto va en pâtir. Ça fait partie des grosses capes en crypto, celles qu'on regarde. Donc, si elle devait briser un support majeur qu'on tient depuis septembre 2018, 3000, 3200. je te parle du Ripple là. Bah. Donc, tu vois, bah, non, mais on s'en fout. Moi, je te parle du premier qui a réussi à sortir de son marasme baissier. C'était le premier de peut-être une longue chaîne. La question, c'est, moi, je me dis aujourd'hui, qui est le prochain candidat pour exploser de la même façon? Pour moi, c'est clairement Ethereum. C'est de dire, quitte à spéculer sur un machin, à l'époque, je me rappelle en plus, j'avais acheté du Ripple à un prix mais totalement merdique, genre 45, un truc comme ça, 0,45. Et puis, je me suis retrouvé, oh putain, chouette, on est à 0,75, bah allez, je récupère mes gars et on n'en parle plus. Bah, je me dis, c'est la même chose qui va probablement se passer sur Ethereum si tu es suffisamment patient pour le prendre. C'est-à-dire que moi, les Ripple, au bout d'un moment, je les avais oubliés. Je devais les sortir et j'avais complètement zappé. Ce qui fait que je les avais gardés. Puis au bout d'un moment, j'avais tellement des petits volumes que j'avais dit, bon, fuck off, je le garde en buy and hold. C'est la même chose. En fait, ça s'était produit d'un coup comme ça sur Ripple.
En fait, tout le monde se dit, bon, bah, le marché est mort. À l'époque, le marché était mort. Hein. Ripple s'est sorti de nulle part d'un coup. Moi, je me rappelle très bien, j'étais en train de bouffer à Paris et de boire des bières et les mecs me disent Ripple explose, putain, on est à 0,75. Je dis attends, 0,75, mais je suis rentré à 0,40. Bah super, je vais prendre mes gains, quoi. Et je me dis, un jour, il va se passer la même chose. Je vais me réveiller, les mecs vont être en train de baiser complètement la capi de l'Ethereum ou Dieu sait quel autre crypto. Et en fait, ce jour-là, si tu n'as pas acheté, si tu n'as pas buy and hold, tu n'as aucune chance d'être dedans. Donc je me dis, en fait, la seule façon de se positionner sur ces marchés, c'est de dire, les bears, bah, ils font ce qu'ils veulent à court terme, mais un jour, ils vont s'en prendre une qu'ils ne vont pas voir venir, et je leur souhaite de déclencher les stop-loss avant que ça parte en couille. Sinon, ils vont vraiment se faire ruiner. Parce qu'encore une fois, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, quand tu vends une capi et qu'elle explose à la hausse, la limite, c'est ta ruine. C'est-à-dire que si tu as du levier, tu es mort, mon pauvre. Et si tu ne sors pas très vite, et qu'en plus de ça, tu es dans un marché illiquide qui achète à coût de $50 de hausse, j'aime autant te dire que tu vas avoir des sueurs froides si tu n'appuies pas rapidement sur le bouton. Hein. Et le problème, c'est que ça peut coûter cher. Et ça peut coûter ton compte. Hein. Le mec qui vend ici avec un levier 4 sur Ethereum, il se prend 30% de hausse, il n'y a plus de compte. C'est simple comme bonjour. Et 30%, ça peut se faire très très vite sur ces marchés-là. Il suffit d'un petit emballement. Et tu es en train de trader en daily gentiment à la vente, tu te fais arracher en moins de 2 heures. Et si tu n'es pas devant ton ordi, bah, tu as intérêt à avoir mis un stop loss. C'est tout ce que je dis. Je pense que les ventes sont extrêmement risquées. Maintenant, pour l'instant... les biais sont plutôt baissiers pour l'instant, mais sous des niveaux acceptables. C'est-à-dire sous 115 et 101, on est plutôt baissier. Au-dessus de 115, on passera haussier. Au-dessus de 160, on passera haussier. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Disons qu'en fait, là, si tu proposes un trading comment dire, anticipatif, et là, je t'étais en train de parler d'un trading plutôt comme ça pour oui, à court terme. Pour s'entraîner un petit peu. Là, en daily, il n'y a strictement rien à trader. Tu es sur un support avec un biais baissier. Ça veut dire soit tu anticipes la cassure du support, chose que sérieusement, il vaut mieux éviter de faire, soit tout simplement tu attends. Mais dans ce cas-là, tu trades la cassure baissière avec clôture des $100. Mais il faut passer les $100 et tenir une clôture. Aller chasser des stops à la con là-dessous, ça peut très bien se faire sans que pour autant ça donne un signal baissier. Donc le problème, c'est je me dis, si tu attends une clôture à $100, elle va probablement se faire bien en dessous des $100, parce que si ça attaque et que ça clôture, ça va passer bien largement en dessous. Donc tu vas devoir vendre à combien? 85, 90 vendre ici, bah ouais, mais le risque, c'est quoi? Bah, si ça remonte derrière aussi vite à 120, bah, tu es mort et tu prends une grosse perte. La crypto, c'est ça. La crypto, c'est très volatile. Moi, c'est le truc de me dire, il faut savoir ce qu'on vise. Pour moi, allez, à la limite, le dernier support, le prochain qui reste, c'est 65. On peut y aller. Ça ne me surprendrait pas, outre mesure, qu'on y aille. Mais pour ça, je pense qu'il faut un événement majeur, type Ripple qui casse son support. Il faut une raison réelle, Bitcoin qui s'enfonce des supports majeurs. Là, j'ai plutôt envie de dire, on meurt ici avec des biais légèrement baissiers, à défaut de biais acheteurs, en fait. On est toujours au-dessus des supports majeurs, mais on attend en fait gentiment que ce marché constitue pour la première fois des creux ascendants. Et on va voir derrière si on arrive à faire un sommet ascendant, chose que pour l'instant, on a échoué à faire systématiquement. Donc là, si déjà on arrive à constituer un creux ascendant, ça laisse la porte ouverte à un momentum acheteur. Est-ce que ce momentum acheteur va réellement se produire derrière? Ça, c'est la grande question. Moi, je m'en rappelle très bien d'une analyse que j'ai postée début novembre, où je donnais un biais acheteur au marché parce qu'on constituait des creux ascendants et qu'on avait un momentum acheteur. Donc, on avait tous les éléments pour monter. Bon, ben, le marché, il a fait quoi? Il a juste décidé, fuck off, je continue de baisser. Et au pire, j'accélère encore à la baisse. Donc, il peut très bien se produire la même chose. On remonte un coup, on essaye de franchir les 145, ça passe pas. On répète un coup à la baisse. Dans ce cas-là, et moi, à 145, j'aurai les stops à break-even. Si ça retombe, je m'en bats les couilles. Donc, le truc, c'est de dire, je pense qu'en spéculation, c'est plus intéressant à l'achat, avec, de toute façon, toujours un risque baissier. Mais tant que ça ne baisse pas, je ne vois pas de raison de sortir de ces trades à l'achat. Mais s'ils échouent, ils échouent, et derrière, je ne vois plus rien à faire avant la zone des 65. Ouais, et puis on a quand même des belles news sur Ethereum avec le hard fork de Constantinople qui va arriver bientôt. Donc, Ethereum devrait être plus que bien se porter en termes d'analyse fondamentale. C'est pas un soft fork? Alors, c'est un hard fork et de toute façon, putain, c'est marrant pour une fois que c'est moi qui ai l'information technique. C'est vrai que c'est rare. Hein. mais pour en revenir, encore une fois, ça, on s'en fout. On est sur des phases de fin de crack. Donc, en fait, tout comme dans des phases de fin de hausse et de fin de bulle spéculative et autres trucs du genre, il ne faut pas chercher à rationaliser. C'est-à-dire que tous les gens qui commettent cette erreur de chercher à trader par des biais fondamentaux ont souvent tort dans ces structures-là.
parce que le marché, il s'en fout. Ici, c'est que de la gestion de flux, c'est de la spéculation pure et dure, c'est de la gestion du risque ici. Tu as forcément des acheteurs qui essaient de gérer leur risque comme moi, tu as peut-être des vendeurs qui se disent, ah cool, si je vais péter leur stop, ça me rapporte tant. Et voilà, donc c'est robot, j'ai envie de dire, robot contre spéculateur en ce moment, et on va voir un peu qui a raison. Mais c'est un jeu assez risqué, hein. La faible volatilité, je pense pas qu'elle va durer ad vitam aeternam. Bah, je pense qu'on peut clôturer là-dessus et espérons que enfin ça bouge. Au moins, ça pourra permettre de reprendre le trade. Tiens, d'ailleurs, si jamais, pour ceux qui êtes avec nous, après, manifestez-vous sur le groupe Facebook, tout ça. Enfin, des fois, on peut faire des petites sessions de trade sur le Discord. Enfin, pas de trade en direct, mais genre déjà comment trader, les bases, toutes ces petites choses un petit peu Attends, bêtes, si tu si me vous le permets souhaitez. juste une Oui. petite conclusion, parce que c'est juste, parce qu'en fait, on parle de choses ici ultra spéculatives, donc choses que de toute façon les Forcément. débutants doivent éviter de faire. Anticiper un support en cassure, c'est un peu trop risqué. Se positionner à l'aveugle comme ça, je trouve ça assez risqué également. Pour des gens qui manquent un peu d'expérience, ça demande une psychologie, hein. Je veux dire, là, moi, les achats que j'ai, ça fait 4 semaines qu'ils tiennent, et je reçois des mails tous les jours, des gens qui me disent, putain, quand est-ce que ça va valider, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Faut avoir les nerfs pour tenir ça. t'inquiète Effectivement, pas. je pense que pour un débutant, s'abstenir reste de loin la meilleure solution actuellement, et éviter la spéculation en attendant que ça monte. Par contre, Bah, chose qu'il ne faudra pas faire, c'est ne pas reproduire les erreurs qu'ont fait de nombreux gens sur l'exemple Ripple dont je parlais avant, où en 3 jours, on s'est retrouvé à tripler ou quadrupler la valeur. Et évidemment, tu as les mecs qui font quoi? Qui voient le mouvement et qui vont se positionner en cours de route. Et qui vont très mhm. probablement se retrouver à acheter des prix complètement débiles. Donc je vais vous donner une chose à respecter, d'accord? Tout ce qui se trouve au-dessus de 170 dollars sur l'Ethereum, c'est plus possible d'acheter. Voilà. Donc, soit vous vous positionnez un peu par anticipation, prenez un peu de risque. Si ça doit retomber, vous vous ferez baiser la tronche. Normalement, il faut que ça franchisse 145 et il faut derrière se positionner avant le franchissement des 170. Au-delà de 170, c'est juste débile parce que vous avez un risque ratio-rendement qui est inférieur à 1 parce que le stop devrait être placé à 100 dollars. Donc, rentrez à 170 pour viser 240 avec un stop à 100. Plus vous montez, et ça va monter très vite sur cette zone de prix, plus vous vous laissez glisser au-dessus, plus vous risquez plus que ce que vous espérez gagner. Entre guillemets, c'est complètement con de prendre un trade en breakout au-delà de 170. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, très bonne conclusion. Toujours se méfier. Et puis, ben, je pense qu'on peut passer à la suite. Je sens que Christophe Oscan meurt d'impatience de nous raconter ce qui s'est passé jeudi et vendredi. On te laisse la parole. Alors, effectivement, la semaine dernière, il y a eu le Paris Blockchain Summit, qui est le premier événement effectivement que nous on organise à Paris. Donc sur 2 jours, l'idée c'est effectivement de faire venir des speakers internationaux, pardon, pour qu'ils puissent effectivement échanger sur leurs sentiments, sur leur expertise dans leur industrie respective, en sachant qu'effectivement les topics balayent, je dirais, les cas d'utilisation de la blockchain, que ça soit les cas d'utilisation financière, trading par exemple, comme on vient d'en parler, ou que ça soit de la démocratie jusqu'à effectivement la standardisation de la technologie blockchain. Comment effectivement on est capable d'utiliser cette technologie pour ces différents cas d'utilisation, pour améliorer la transparence, pour la traçabilité, pour les gestions de gouvernance, etc., etc. Donc effectivement, le Paris Blockchain Summit, il a été construit pour cette idée-là et pour faire en sorte aussi d'apporter, je dirais, à l'écosystème français, ces experts qu'on n'a pas, nous, l'occasion d'avoir en France. Il faut le dire. En France, on a d'autres experts On parle de qui quels regroupent experts plus précisément? des experts. Alors, typiquement, par exemple, des politiciens un politicien en l'occurrence qui a fait le déplacement, qui est Kataïn Ivan, qui a annoncé justement premier parti politique en fait gouverné par la blockchain. Donc c'est un système d'élection et de gouvernance du parti utilisant justement les capacités de la blockchain, à savoir par exemple un mécanisme de vote par élection, un mécanisme effectivement aussi de soumission je dirais, de décision, de prise de parti dans son même parti politique, à savoir en fait une nouvelle gestion de la gouvernance avec justement ses électeurs. Donc, par exemple, ce type de cas d'utilisation,
C'est quelque chose avec qui, Catalin Ivan, on a travaillé nous, en tout cas Crypto for All, pour pouvoir le conseiller. Donc effectivement, il a décidé de venir annoncer ce parti politique euh, directement Euh, lors du sommet. et une question bah, vis-à-vis de ça, c'est vrai que c'est super intéressant, mais le processus de validation des données qui certifie justement qu'au final elles n'ont pas et elles ne peuvent pas être manipulées. Euh, Est-ce que tu as plus d'infos à nous donner là-dessus? Alors, je peux pas vous donner plus d'informations parce qu'en fait, la structure, je dirais, technique, de quel type de blockchain ça va être et comment effectivement ça va être utilisé, c'est lui-même qui va l'annoncer en fait dans une press release bientôt. Mais ce qu'il faut garder en fait euh, pour soi, c'est que c'est c'est le premier mécanisme d'élection officiel en fait d'un parti politique officiel euh, à l'échelle de l'Union européenne qui a décidé d'utiliser cette technologie pour effectivement apporter de la transparence dans les élections. C'est-à-dire que au lieu effectivement de se déplacer dans son urne de vote ou avoir une application, je dirais un petit peu comme les States, des bornes de fin d'élection effectivement qui sont toutes connectées avec une identité numérique. Sur un système, je dirais, d'information, une base de données qui est centralisée, qui est fournie par effectivement une grande compagnie en fait aux US. Là, l'idée, c'est de dire non, non, je vais utiliser une blockchain qui est publique pour effectivement pouvoir réaliser ces élections. Alors, c'est un premier announcement. La partie d'implémentation technique elle arrivera plus tard. Moi, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner. Mais tout simplement pour vous dire que dans ce contexte de Gilets jaunes, c'est quelque chose effectivement qui nous a intéressé nous. Lui aussi, et c'est pour ça qu'il a voulu l'annoncer à Paris en fait. C'est vrai que d'un point de vue international, le retentissement, je dirais, enfin beaucoup n'en ont pas conscience, mais les gilets jaunes au final, enfin voilà, ça, c'est un gros retentissement international. La France, malgré tout, on peut être fier de notre pays. Enfin, c'est une petite aparté que je fais là, mais c'est un peu, ça m'émeut un peu, mais la France qui a un rayonnement mondial et au final, ouais, bref, je vais pas déborder là-dessus parce que c'est un petit peu, ça me touche un peu. Bah, Je te laisse la si, parole, si, Christophe. si effectivement il a choisi Paris pour ça, c'est parce que aussi il y a ce mouvement, faut pas se leurrer en fait. Le mouvement des Gilets jaunes, enfin, il n'est pas juste en France, il a atteint aussi dans d'autres pays européens. On en voit maintenant un peu partout, dans certaines capitales, même si, enfin, je dirais dans les médias traditionnels, on le voit pas trop. Quand vous regardez TF1, on ne va pas parler des Gilets jaunes à Lisbonne ou des Gilets jaunes à Budapest. Hmm. Il n'y a pas vraiment d'informations croquantes à donner, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement qui s'est généralisé au sein de l'Union, qui n'est pas un mouvement populiste, à ce qu'on peut le croire, mais qui est un mouvement, je dirais, juste de ras-le-bol, en fait, du système existant, de la démocratie existante. Et effectivement, par rapport à ça, Catalin Ivan, lui, qui suit la blockchain depuis maintenant plusieurs années, hein, il est aussi très fervent, effectivement, de transparence, D'un ça le système touche de beaucoup aussi consensus. même pour moi, même c'est même pas que ça, c'est il estime aussi que la démocratie elle doit évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus représentatif, tout simplement pourquoi? Parce que voilà, les électeurs ils ont changé, c'est pas la même génération, nous on n'est pas de la même génération que nos parents, donc on a plus d'attentes aussi par rapport à eux, on est aussi plus amené à comprendre certaines choses par rapport à eux aussi, parce qu'effectivement, je dirais la culture le fait d'avoir fait des études, le fait effectivement d'avoir accès à la culture, le fait d'avoir accès à Internet, faut le dire, ça instruit, je dirais, les gens. Et donc du coup, on n'a pas les mêmes attentes. Donc c'est tout à fait normal, effectivement, qu'on ait ce genre de choses. Alors, il en a profité effectivement pour annoncer ça, mais il n'y a pas eu que ça hein, au Paris Blockchain Summit. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu aussi le député Jean-Michel Mis qui a fait un saut justement à Paris Blockchain Summit pour pouvoir rencontrer le prince des Émirats Arabes Unis qui avait fait le déplacement. À savoir qu'en fait le prince, lui, il a fait le déplacement effectivement pour voir l'annoncement officiel de ce parti politique, de pouvoir aussi échanger
savoir avec aussi Jean-Michel Nuis pour savoir quel était l'état de la France par rapport à justement à passer sur des systèmes d'élection de ce type. Où est-ce qu'en était la France par rapport effectivement à la blockchain, à la crypto-monnaie. Donc, Tant on en qu'on a sera en profité pour cinquième République, ce sera pas possible. Il faut passer à la génération suivante. Là, je commence à dévoiler mes convictions politiques, mais c'est dur de se retenir. Je sais pas si vous avez des idées, vous aussi, qui êtes avec nous. Bah, juste vous, Jean-Luc, Phil Baptiste, mais Je pense, comme dit, je te corrige, Chris, enfin, sur beaucoup de points. Sans parler politique, effectivement, on a beaucoup plus d'attentes par rapport à nos générations antérieures. On a accès à Internet, aux informations, donc on a une vision plus globale du monde en fait, plus qu'avoir une vision un peu chauvine de la politique et de la vie en général. Donc c'est bien d'avoir justement des présences comme des députés, comme Jean-Michel Mis qui était là, Cataline Ivan, qui justement sont impliqués dans ces mouvements et qui sont impliqués dans ces décisions aussi, parce que la création du parti, c'est comme quelque chose qui a été annoncé. Mine de rien, c'est pas juste du vent, quoi. effectivement, c'est hmm. c'est ça aussi qu'on a voulu nous mettre en avant. C'est bon, voilà, enfin, il va y avoir après bon, toute la partie circulation médiatique, hein, vous savez comment ça se passe. Enfin, ils vont couvrir les faits, et puis après, je dirais de enfin, par la diffusion médiatique sur les réseaux sociaux, je pense qu'effectivement, ça va prendre de l'ampleur. Et l'objectif, effectivement, c'était de faire un announcement de ce type, en fait, au Summit, et qui n'est pas négligeable dans ce contexte effectivement, de gilets jaunes à Paris, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il a choisi le Summit à Paris. Il aurait pu faire ça à Davos, il aurait pu faire ça, par exemple, ailleurs. Oh là là, Euh, Davos, le pire endroit pour faire des annoncements comme ça, quoi. Même à France Info, le regroupement des élites, ils appelaient ça. C'est outrageant. Pardon de t'avoir coupé. donc voilà, donc effectivement, après, enfin, il y a eu enfin, je dirais, enfin, Jean-Michel Nice et le prince, effectivement, voilà, qui se sont serré la main, qui ont discuté. Donc l'idée, effectivement, c'est de, vous voyez, enfin, de faire venir ces acteurs internationaux en France. C'est ce que je disais, c'est un summit de ce type qui a été organisé. Et c'est pas juste pour faire un summit, hein, enfin, si vous voulez, sur un marché baissier. La plupart enfin, des événements, ils sont pas full non plus en termes d'exposition, d'exposants, pardon, enfin, d'attendance aussi, de personnes, etc. Le but de ce Summit, c'était vraiment d'annoncer ce parti. Je pense que ça a été fait avec succès. Et puis après, on en a profité effectivement pour aborder d'autres sujets. L'avenir du Bitcoin avec Tone Vays qui a fait enfin, le déplacement. Tone Vays qui est un influenceur et un trader enfin, Bitcoin assez reconnu, qui a décidé effectivement, après son événement à Las Vegas, qui se nomme Unconfiscable Bitcoin, qui permet effectivement enfin, de nous donner derrière enfin, je dirais, toutes ces pensées et son expertise sur l'avenir du Bitcoin, euh, enfin, ce qu'il a annoncé. Pour lui, en fait, vous parliez tout à l'heure enfin, d'un support à 3000, enfin, pour lui, c'est clair et net que Bitcoin va aller en dessous. Donc voilà, après, effectivement, enfin, c'est des informations qui donnent par Il rapport s'est à l'objectif. justifié vis-à-vis de ses propos ou Alors, effectivement, lui, il fait une analyse, enfin, je dirais, enfin, avec différentes courbes, hein. Bollinger, enfin, si vous voulez, il y a différentes métriques qu'un trader qu'on connaisse. Et enfin, il estime qu'on brisera le support de 3000. Enfin, pour lui, c'est une certitude. On ira jusqu'à 2600 $, donc enfin, d'ici ces prochains mois. Et puis jusqu'à après une consolidation et une remontée, je dirais, petit à petit jusqu'en fin d'année et début d'année prochaine. Donc enfin, il estime qu'il n'y a pas de bullish market avant 2020. Voilà enfin, on va dire, c'est l'information qu'on nous a donnée en fait pendant sa conférence. Donc voilà, c'est une information qui n'est pas négligeable non plus, parce qu'effectivement, bon, après, il peut se tromper, hein. Enfin, je dirais, personne n'a la recette pour connaître l'avenir, mais ça peut nous laisser, voilà, je dirais, une première perspective sur ces prochains mois. Surtout que comment dire, c'est une estimation qui est vue par beaucoup de Bitcoin maximalistes aussi.
beaucoup voient un petit pump en moyen terme fin février, début mars. J'ai pas la science infuse là-dessus, moi je suis pas trader professionnel, mais beaucoup ressentent un peu le marché comme ça. Effectivement, après, comme on voit beaucoup dans le chat, la cinquième vague baissière qui va casser le marché et on va taper des points plus bas, comme en disent certains, 2000 $ pour le Bitcoin. C'est ce qui est à peu près senti dès le début de la vague baissière. Donc après, à voir, on aimerait tous que ça reparte en haut le plus vite possible. Mais après, il faut vraiment encore consolider le marché, le rendre plus professionnel. Il y a aussi une grosse purge qui se passe. Il y a de plus en plus d'acteurs qui laissent tomber. Les holders, depuis très longtemps, commencent à lâcher petit à petit les bagues. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir Euh, comment le marché va évoluer dans les temps à venir, quoi. Si je peux me permettre, depuis quand le marché, n'importe quel marché, est professionnel? Même le Dans- marché action, le marché obligataire, depuis quand il est professionnel? Moi, je te Par l'ai dit dès le professionnel, début, hein, la crypto, par exemple, elle est devenue professionnalisée à partir du moment où on vous a baisé la tronche et qu'on vous a fait cracher votre marché sur lesquels vous étiez en train de rêver. Hein, à ce moment-là, les professionnels sont rentrés short, hein, tout simplement. On est venu, on a dit, OK, vous voulez acheter ce truc hors de prix, on va vous le vendre d'abord, et puis éventuellement, peut-être après, on le rachètera à bon compte, quand vous, évidemment, vous n'aurez plus la psychologie pour tenir vos achats. C'est exactement ce qui se produit. On est sur des zones où aujourd'hui, euh, il y a des spéculateurs agressifs, c'est-à-dire, j'apprends toujours dans le professionnel en trading, il y a plusieurs types de professionnels. Vous avez les professionnels agressifs, comme moi, qui vont prendre des trades ultra spéculatifs. Évidemment, eux, ils vont acheter les bottoms et ils vont vendre les sommets, c'est magique, mais d'abord, on va peut-être se rater une fois ou deux avant de trouver le bon truc. Et après, vous avez des gens avec des profils plus ou moins risqués qui se profilent derrière. D'abord le plus agressif, le plus risqué, puis après des profils un peu moins de risque, puis des profils en suivi de tendance. Mais vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, les professionnels, ils sont en train de se positionner sur ce marché. Ils ne sont pas débiles. Il y a une capitalisation, il y a un attrait. Obligatoirement, il y aura des capitalisations institutionnelles qui seront mises dessus. Après, avec plus ou moins d'importance, ça, malheureusement, je ne suis pas dans leur petit papier, je ne peux pas vous dire, mais est-ce qu'ils sont dedans? C'est certain que oui. Maintenant, est-ce qu'ils le sont marginalement? Est-ce qu'ils le sont fortement? Ça, malheureusement, c'est très difficile à dire. après, c'est exactement ce qu'a dit Phil. Par professionnel, j'entends institutionnel en fait. Aujourd'hui, les instis ils sont rentrés un petit peu. Ils sont Ah, pas vraiment d'accord. rentrés en masse, c'est encore marginal. Et après, il faut aussi savoir que aujourd'hui, nous, on parle de marché de brokers, on parle de marché des exchanges. Aujourd'hui, beaucoup de transactions concrètes se passent en OTC, en over the counter. On a vu Binance a annoncé il y a quelques semaines justement la création d'un bureau OTC dans leurs locaux. Donc les gros instis aujourd'hui, ils passent par de l'OTC, donc on ne le voit pas à part sur la blockchain, mais on ne voit pas les montants et les volumes sur les plateformes d'échange. Et quand ils vont arriver sur le marché, effectivement, on va voir une grosse capitalisation qui va arriver, comme dit Philippe. Phil, pardon, excuse-moi. Mais oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Et simplement, justement, le fait qu'il y ait ce fonctionnement OTC, c'est un signe évident de la professionnalisation de ce marché. Un particulier, il ne sait même pas ce que c'est l'OTC. Donc, c'est juste aussi simple que ça. Le simple fait qu'on parle de ça et que ça se produise, qu'il y ait des bureaux qui soient créés pour ça, c'est qu'il y a des montants colossaux qui sont en jeu. Mais évidemment, ces montants sont tellement gros qu'ils demandent un market making. Et évidemment, ça se passe OTC. Ça va être market maké par le market maker pour exécuter ces gros volumes sans démonter complètement le carnet d'ordre. Parce que c'est simple, quand un mec il va dire ok, je veux arriver, je veux 42 50 millions de milliards contrats de swap. non, non, mais voilà, je veux 40 milliards de crypto. Si je veux un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin, trouve-moi une contrepartie pour ça. Le mec va dire attends, je suis désolé, là, avec ce que j'ai aujourd'hui, tu me fais pumper toutes les cryptos de tant de pourcents, c'est pas possible. Et tout simplement, j'ai pas le carnet d'ordre pour exécuter ça. Donc, soit les gens split, d'accord, soit ils ont recours à l'OTC, et c'est effectivement ce qui a l'air d'être fait, c'est parce que tout simplement les montants qui sont demandés sont colossaux et ça requiert donc un market making, c'est-à-dire que ça ne peut pas être positionné au marché. Alors, une question, Phil, par rapport à ça. Moi, c'est une question que je me pose et j'ai pas encore la réponse. Peut-être que Chris, si toi qui es bien dans le Bitcoin et bien dans le marché de manière fondamentale, tu pourras peut-être nous aider là-dessus. Est-ce que tu penses qu'un jour, les institutionnels vont passer d'OTC à brokers? Parce que s'ils restent en OTC, nous, le petit peuple, on n'aura jamais accès au marché qui monte, si tu veux. Donc, comment ça va se passer, à ton avis, Phil, toi? Alors, Bah, moi déjà, effectivement, pardon, vas-y. moi, juste par rapport à ça, c'est que effectivement, le marché de l'OTC grossit, hein. Aujourd'hui, c'est clair. À part, bon, on parlait de Binance, mais il n'y a pas que Binance. Aujourd'hui, il y a même des investisseurs privés, hein. Quand je vous dis des investisseurs privés, c'est des investisseurs qui ont de l'argent, enfin, des individus qui veulent rentrer sur le marché, qui veulent mettre, je sais pas moi, 2 millions, 3 millions sur la table.
ça reste négligeable lorsqu'on parle de milliards, mais c'est quand même un montant assez conséquent et qui souhaitent effectivement acheter du Bitcoin et rentrer par ce mécanisme d'OTC, puisque voilà, effectivement, ils veulent pas rentrer directement par une plateforme d'échange. Donc il y a même ces demandes-là, en fait, que ce soit institutionnels ou des investisseurs privés qui ont un certain portfolio. Il y a ces demandes sur le marché. Enfin, voilà, depuis maintenant, je dirais plusieurs mois, ce marché d'OTC grandit. Aujourd'hui, euh, nous sur Crypto for All, on arrive effectivement à donner quelques contacts parce qu'on travaille directement avec des exchanges. Donc on a certains clients effectivement qui viennent et qui nous demandent effectivement si on peut faciliter leur entrée sur ce marché-là. Donc c'est quelque chose qu'on fournit, mais qu'on constate, c'est qu'effectivement il y a de plus en plus de demandes. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est aussi beaucoup plus facile pour eux. C'est-à-dire que quand vous êtes un institutionnel, quand vous êtes un milliardaire et que vous avez votre banque, elle est, enfin, voilà, enfin, JP elle est Morgan. isolée, et que effectivement, lorsque vous voulez, par exemple, acheter, je sais pas moi, 10 000 bitcoins jour par jour, pour effectivement diversifier votre portfolio, je dirais, vous pouvez pas faire ça sur un exchange et mettre un ordre comme ça sur Binance. Non, c'est pas possible. Déjà, Binance ne vous permettra pas de mettre un ordre aussi important parce qu'ils ont aussi des limites en termes de buy, ce qu'il faut savoir aussi, pour pas qu'ils soient accusés de manipulation de market. Donc, ils vont aussi éviter de mettre des ordres de 10 000 d'un seul coup sur leur exchange. C'est ce qu'ils essaient de Hashtag faire de plus en spoofing. plus. Et donc du coup, oui. Et donc du coup, pour éviter ça, les investisseurs ils décident effectivement de passer par les marchés OTC. Donc les marchés OTC, il y a toujours un intermédiaire qui va effectivement mettre en relation l'acheteur et le vendeur et faire en sorte que la transaction soit sécurisée. Que ça soit du bank-to-bank, c'est-à-dire que votre acheteur ou votre vendeur sont d'accord effectivement à faire une opération par une banque, qu'on appelle ça un escroc, un intermédiaire, ou il y a parfois aussi des mécanismes de cash to coin, on appelle ça du deposit cash qui est réalisé dans une house sécurisée, qui va compter les billets, qui va faire en sorte de dire, ben voilà, c'est bien le montant que vous avez provide. Maintenant, moi, mon acheteur, il a ses fonds qui sont garantis par notre maison. Et donc, du coup, maintenant, voilà, monsieur, vous partez avec vos bitcoins. Voilà. On se retrouve un petit peu aussi avec ces deux mécanismes-là qui commencent à être créés dans le marché OTC. Christian, un dernier mot sur ce Paris Blockchain Summit. Qu'est-ce qu'on en retire en conclusion? Bien passé? Les personnes qui étaient là, elles étaient au top. Est-ce que ce sera reproduit les mois prochains, l'année prochaine peut-être? Alors, effectivement, nous, de ce qu'on a, des retours qu'on a, alors, on a des bons retours sur l'aspect qualitatif, en fait, des interventions, des différents speakers qu'on a pu avoir, nous, que ce soit des speakers qui ont fait des présentations plutôt techniques. Par exemple, on avait eu un workshop d'Alice Encho qui est de Consensus sur les smart contracts, pour expliquer pour un peu vulgariser ce que c'est un smart contract et les tenants et les aboutissants derrière. On a eu aussi un super workshop de Wael Rajab sur effectivement comment voilà, gagner de l'argent avec les cryptos d'une manière passive. Typiquement, il a expliqué euh, qu'en renant, voilà, qu'en lançant un masternode par exemple, vous pouviez gagner de l'argent euh, et être assez rentable en participant à des airdrops. Voilà, à différentes façons en fait effectivement de rentrer dans ce marché sans effectivement vous ruiner, c'est-à-dire vous convertir vos euros immédiatement et Sans rentrer discuter. dans le risque, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Enfin, en minimisant les risques tout en apprenant effectivement à connaître ce monde des cryptos d'une manière passive, et pas agressive. Donc c'est voilà, enfin on a, je dirais, touché un petit peu tous les sujets sur ce summit. Et l'idée effectivement, c'est qu'un prochain summit soit réalisé. Alors quand effectivement pour le moment on n'a pas une date fixe, Une on est idée en train peut-être de effectivement. la plage? Je pense que ça sera pas, enfin par définition, je pense
fera ça, je pense, fin septembre, octobre de cette année. On évitera de faire ça je dirais, avant l'été. On estime que c'est pas forcément nécessaire. Donc on tablerait sur cette période-là. Eh ben, je pense Mais qu'on ce pourrait se sera donner rendez-vous annoncé. là-bas. Mais effectivement, ce sera annoncé, je dirais, prochainement. Enfin, parce qu'on a aussi des demandes par rapport à ça, à savoir quand est-ce que sera faite la prochaine édition. Alors rien n'est garanti, enfin, c'est une information que je vous donne, mais tout ça, ça sera décidé d'ici ces prochaines semaines. Eh bien, écoute, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une dernière question à poser dans le chat, peut-être? Je sais pas si. Moi, j'avais une petite remarque par rapport à Chris. Donc, parce que moi, j'étais au PBA justement. Et moi, j'ai trouvé l'événement d'une très bonne qualité. Effectivement, moi, j'avais parlé justement de Alice qui parlait des smart contracts. Et moi qui ne suis pas forcément développeur, euh, avoir cette vision-là des smart contracts d'une qui vient de Chris 6 qui explique super bien, c'était super intéressant. Et en fait, tu as vraiment toute la plage des compétences blockchain qui était mise. On a parlé un peu de STO, un peu de Bitcoin, il y avait des influenceurs, il y avait des politiques. C'était vraiment agréable de pouvoir être Effectivement. super proche aussi d'intervenants, parce qu'il y avait une grande proximité. Si on voulait après choper telle ou telle personne qui se piquait pour lui poser des questions, il répondait. Il y avait comment dire, des exposants super intéressants aussi. On a pu voir aussi des beaux projets français. Donc franchement, top à vous. L'orga était vraiment intéressant, était vraiment sympa. Donc voilà, après on a fait ça je dirais dans un endroit un petit peu particulier qui est la Palmeraie. Donc une décoration, je dirais, assez atypique, hein, ce qui peut surprendre pour une conférence, je dirais, professionnelle. Mais si vous voulez le choix de de ce lieu, en fait, c'est que l'objectif c'était aussi de fêter les 10 ans de Bitcoin et de la blockchain. Donc ce qu'il y a eu ensuite en soirée du 31, c'est une petite partie, effectivement, avec un petit spectacle de French Cancan, avec un magicien, effectivement, aussi qui avait fait le déplacement pour célébrer autour d'un gâteau les 10 ans du Bitcoin. Donc ça, c'était un plus qu'on a pu donner à nos VIP et à tous ceux qui ont fait le déplacement à Paris, parce que faire venir ces gens-là à Paris aussi, c'est un budget pour eux, un budget hôtel, un budget avion, vous voyez, ils nous consacrent leur temps effectivement sur ces 2 jours, et c'est la moindre des choses pour nous de les remercier de cette manière, quoi, voilà. Donc c'est, je dirais, une façon voilà, de collaborer dans un marché qui devient de plus en plus, enfin, dans un marché et dans une industrie qui devient de plus en plus, je dirais, professionnelle. Dur. Yes. Dur et Et professionnel. attends, un petit Ouais. truc, on avait aussi des lambeaux. Il y avait des très belles lambeaux. Oh! Ça, C'est vrai, faudrait effectivement, on a un sponsor qui s'appelle Lambeau, qui avait ramené 2 voitures, effectivement, de belles Lamborghini. On avait aussi une petite BTU protocole, une voiture BTU protocole, donc qui est le protocole de réservation de Vidal Shriki. Donc voilà, enfin, on a essayé effectivement aussi d'avoir des exposants avec des choses concrètes. Mais typiquement, sur le projet Lambeau, c'est juste un projet qui vous permet effectivement de pouvoir louer des Lamborghini avec de la crypto-monnaie, quoi. Donc c'est un concept. Alors, sincèrement, franchement, c'est top hein, ce que vous avez fait par rapport à Lambo, tout ça. Mais aujourd'hui, dans le monde de la crypto, je crois que la voiture la plus cliché, c'est la Lambo, c'est la Gallardo, c'est la Murcielago. Il n'y a rien de plus cliché maintenant que Lambo dans le monde des cryptos. Sur Ah, toutes mais les attends, photos. Bah, on c'est aurait même pu pas. mettre des 2 chevaux, alors ça dépend ce que vous vouliez. On estime que faut peut toujours faire rêver les gens, parce que Ah non, non, ça c'était fait pas un aussi reproche, partie. ça, c'est En fait, excellent, moi j'adore. Ouais. ça fait aussi partie, je dirais, de l'écosystème. C'est que ce système, Le enfin, mythe. cet écosystème, il est aussi, enfin, voilà, si les crypto-monnaies aujourd'hui elles sont ce qu'elles sont, c'est parce que aussi il y a eu des crypto-millionnaires. Il y en a eu par le passé, et il y en aura toujours aussi enfin, dans l'avenir. Et l'idée, c'est de se dire, bah voilà, effectivement, même s'il y a des projets enfin, qui peuvent être foireux, enfin, on peut traiter de scam, hein, enfin, ça, c'est dans toutes les industries. Enfin, sur C'est vrai. l'Internet, à côté de la même chose. Donc, faut pas. Je dirais le cliché, c'est justement de se dire, bah bon, enfin,
il y a eu des lambeaux, donc c'est pas un événement professionnel, non. Je Non, peux dire que c'est pas du effectivement, tout ce que j'ai voulu dire, attention, c'est non, non, juste, non, non, je sais pas si tu te souviens à l'époque, avec mince Carlos Matos qui criait BitConnect, avec les Lambos, c'est ça, pour moi, enfin, c'est un cliché, mais c'est aussi un mythe, et moi je sais que c'est une période de ma vie que je me rappellerai toujours, quand j'ai regardé le show en live, c'était excellent, tout le monde se tordait, ou pendant le soir du grand crash, comme si on vivait notre 2008 à nous. C'était, enfin, du coup 2007, mais c'était, c'était prenant. Enfin bref, c'est ça que j'ai voulu transmettre plutôt. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure sur ça. C'est tout bon pour toi, Christophe? oui, tout bon, ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Eh bien écoute, c'est moi et toute mon équipe qui te remercie d'être venu avec nous ce soir. Et puis du coup, bah, en espérant refaire la même chose, mais cette fois au Paris Blockchain Summit Number 2. Euh, ou peut-être avant, si jamais. Bah, merci à l'équipe. Je suis très heureux de vous avoir tous retrouvés, que ce soit bah, l'équipe ou nos auditeurs. Bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, 21h comme d'habitude. Ou n'hésitez pas parce qu'on a un Discord, que ce soit avant ou après ou même pendant la semaine, n'importe quand, si vous voulez lancer des débats. Bah, on a Discord, hein. N'oubliez pas notre groupe Facebook, donc c'est Trading Point sur Facebook, hein. N'hésitez pas à le rejoindre, je vous ajoute de suite. Et bah, merci encore à toi, Christophe. Je le redis, CEO et co-founder de Crypto for All. Et puis, bah, grosse bise à tous, hein. Salut à tous, bonne soirée. Allez, ciao, Merci. ciao. Bonne Bye soirée. bye.